Une journée en fait en consultation pathologie professionnelle, c'est une journée de consultation, un peu à visée d'expertise, à visée aussi diagnostic. Donc je fais quelques tests en allergologie, notamment un pré-test, des explorations fonctionnelles respiratoires. Et j'ai pas d'hospitalisation. Si je suis amenée à hospitaliser les gens, à ce moment-là, je les adresse vers des services cliniques. Qu'est-ce que la pathologie professionnelle? Parce que honnêtement, avant de travailler ici, j'avais aucune idée de quel était le rôle du médecin du travail et j'avais la même vision que tout le monde, que les médecins du travail, c'était des planqués qui foutaient rien. et donc on voit toute la richesse de la médecine du travail quand elle est bien faite, en fait. Et aussi de pouvoir avoir une vision un peu plus macro, c'est-à-dire que la psychologie du travail, pas la psychiatrie, la psychologie du travail, théoriquement, en premier lieu, était une psychologie de l'organisation de travail. Et donc on a aussi une vision sur la prévention et l'organisation de travail qu'on n'a pas forcément en tant que psychiatre, entre guillemets lambda, qui est beaucoup plus sur un plan individuel et curatif. Et donc on peut aussi intervenir en termes de prévention et de lien avec l'organisation qui peut être délétère et être source de souffrance et amener à une décompensation psychique. Je suis sollicitée sur des pathologies qui s'apparentent à l'asthme professionnel, enfin sur des symptômes qui s'apparentent à l'asthme professionnel à visée diagnostique. Je suis sollicitée aussi sur la partie cancérogène professionnelle, donc notamment les expositions à l'amiante, recherche d'exposition à des cancérogènes professionnels chez des patients qui sont généralement atteints de cancer bronchopulmonaire ou de mésothéliome. Je suis sollicitée aussi beaucoup par les médecins scolaires ou les médecins généralistes chez des adolescents atteints de maladies chroniques en vue de les accompagner, de les faire réfléchir un petit peu sur une orientation professionnelle de façon à ce que cette orientation ne soit compatible du coup avec leur état de santé actuel et futur. Ce qui moi me plaît. Et puis, il y a toute la question du positionnement, c'est-à-dire que quand on donne des avis, on est là pour donner un avis et donner un avis avec plus la vision du médecin du travail, c'est-à-dire est-ce que c'est dangereux pour l'état de santé du salarié de continuer ou est-ce qu'il est apte à faire son emploi ? Le problème, c'est que quand on est psychiatre, par exemple, on a tout le temps envie de maintenir nos patients en emploi parce qu'on sait bien que ça les maintient aussi dans le réseau de la cité. Généralement, dans le parcours de soins des patients, j'arrive plutôt comme une expertise qui permet vraiment de faire le lien entre les symptômes ou la maladie qui a déjà été diagnostiquée par un confrère et le lien avec l'activité professionnelle. En fait, ça c'est toute la spécialité de la médecine du travail, c'est de pouvoir du coup faire connaître les environnements de travail et les expositions professionnelles et de faire le lien avec du coup les maladies associées. On est la seule spécialité quand même permettant de dire que telles expositions professionnelles peut s'accompagner de telles maladies par exemple. Il faudrait des moyens pour les CCPP, c'est-à-dire que la plupart des SP qui travaillent en CCPP, honnêtement, c'est quasi du bénévolat. C'est-à-dire que la plupart des praticiens sont des praticiens attachés qui sont payés 50 € la demi-journée. Donc à moins d'y trouver un intérêt personnel important, les gens ne viennent pas. Non mais il faut le savoir parce que du coup, des gens qui pourraient être compétents et intéressés pour intervenir en CCPP ne le font pas. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, il faut aussi avoir un salaire. Et donc, effectivement, si les moyens ne sont pas mis sur la table, il n'y aura pas de gens pour faire ce job. Pour moi, les consultations de pathologie professionnelle, c'est un enrichissement puisque j'ai une activité de médecin du travail qui me permet de voir un certain typologie de patients avec des expositions professionnelles, certes, mais je n'ai pas, on va dire, tout l'arsenal diagnostique qui me permettrait évidemment de faire des liens comme je peux le faire ici en consultation de pathologie professionnelle. Et donc aujourd'hui, les apports quand même de la télémédecine vont très bien, on va dire, dans le sens de l'évolution du coup de la médecine du travail. Et en plus de ça, c'est possible, puisque ça a déjà été testé, on va dire, de pouvoir faire de la téléconsultation. Et donc ça, c'est tout à fait une évolution qui est attendue, en tout cas en médecine du travail, avec derrière ça une évolution aussi du métier d'infirmière sur des pratiques avancées.
pour pouvoir faire les gestes cliniques qui ne pourraient pas être faits, on va dire, à distance, par exemple. Il y a aussi tout ce qui est du domaine de l'e-santé et toutes les nouvelles applications qu'on utilise beaucoup aussi en milieu de travail, parce que du coup, dans ce système de surveillance, voilà, d'état de santé, on peut quand même conseiller, voilà, aux salariés d'utiliser telle ou telle application pour déjà un petit peu mieux identifier, authentifier un certain nombre de symptômes, par exemple, qui lui permettrait du coup de transmettre cette information-là à un spécialiste. Donc ça, on peut les orienter assez facilement du coup. Alors, la dermato-allergologie, c'est essentiellement donc l'exploration des dermatites de contact qui se présentent sous forme d'eczéma et également les cas d'urticaire de contact. Pardon, bonjour. La spécificité est liée à la cause retrouvée en milieu professionnel. Et c'est vrai que dans certaines professions, on a une très grande complexité des produits manipulés, des conditions de travail, et ça nécessite vraiment un investissement particulier. Je prendrai par exemple l'exemple de peintres ou de secteurs de l'aéronautique, où il y a des produits chimiques de grande performance, et ça nécessite effectivement de connaître les conditions de travail et les allergènes les plus fréquemment en cause, non seulement les plus fréquemment et même rarement en cause, ou également les nouveaux allergènes liés à des nouvelles molécules, des nouvelles substances qui sont mises sur le marché en milieu professionnel. Là où les causes de l'eczéma et pouvoir les prévenir, donc déterminer les irritants, les allergènes, trouver des produits de substitution. Le but final, c'est de permettre aux patients non seulement de guérir, mais également de pouvoir reprendre son travail et de garder la guérison. La psychiatrie, c'est jamais la chose qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'on se débrouille toujours sans, c'est pas quelqu'un qui est en choc septique. Après, voilà, les RPS se développent de plus en plus. On est dans une société qui tertiarise ses emplois. Les TMS et les risques toxiques sont des risques qui prennent de moins en moins de place. Et clairement, l'organisation du travail étant ce qu'elle est et étant en train de se durcir, on va assister à une recrudescence de souffrances liées aux conditions de travail. Et donc, les médecins du travail vont être de plus en plus formés à ça. Néanmoins, la pathologie psychique, c'est quand même le métier des psychiatres. Aux médecins du travail de terrain, on apporte un support, on va dire, on apporte, je veux dire, un conseil. Nos consultations de pathologie professionnelle ont aussi l'avantage d'être plus longues. En général, on garde les patients une demi-heure. Aujourd'hui, en médecine du travail de terrain, on a beaucoup de mal du coup à voir les gens une demi-heure. Donc parfois, effectivement, tout ceci peut se faire en médecine du travail de terrain, mais parfois pour des raisons organisationnelles, le problème de temps, de problème aussi de réseau, il est parfois plus simple pour un médecin du travail de terrain d'envoyer la personne en centre de consultation de pathologie professionnelle. Je prendrai l'exemple des professions comme l'agroalimentaire, principalement le secteur alimentaire, le secteur de la coiffure, le secteur de la santé. Là où il y a des expositions à des irritants professionnels, il y a un risque augmenté d'eczéma des mains. On va également rencontrer l'atopie dans l'orientation des jeunes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des jeunes lycéens qui nous sont adressés avec déjà un eczéma atopique invalidant et ils souhaitent avoir des conseils vis-à-vis de l'orientation professionnelle. Alors l'atopie, c'est une personne pour qui on a trouvé une sensibilisation à des allergènes, donc des allergènes usuels qu'on appelle des pneumallergènes. Ça ne signifie pas toujours que la personne est d'ailleurs allergique, qui est vraiment l'allergie, c'est un niveau de sensibilisation immunologique plus des symptômes. Donc l'atopie, ce sont des gens qui ont une sensibilisation, donc une modification de leur système immunitaire qui s'est sensibilisé à des allergènes, mais ça ne veut
pas forcément dire que lorsqu'ils sont exposés à ces allergènes-là, ils fassent des symptômes. Donc voilà. Alors, on va faire un test de spirométrie. Donc, l'objectif de cet examen pour moi, en fait, c'est de voir un petit peu quelle est votre capacité respiratoire. Donc, en fait, je vais vous demander de prendre, on va dire, cet appareil. Voilà. De mettre votre bouche autour de l'embout. Et puis, on va faire des mouvements respiratoires. D'abord, vous inspirez normalement. Vous soufflez. Vous inspirez. Et ensuite, vous allez vider complètement les poumons, faire une très grande inspiration, voilà, en gonflant bien le torse. Et ensuite, vous allez souffler dans l'appareil le plus fort et le plus vite possible, comme dans une sarbacane. Ok ? Je vais vous mettre ce pince-nez, voilà, puisqu'il me faut que l'air passe uniquement par la bouche. Allez-y. Vous inspirez, soufflez. Voilà, inspirez, voilà, vous avez vidé l'air de vos poumons doucement, videz à fond. Et quand vous êtes prêt, prenez une grande inspiration et soufflez fort, et plus vite possible. Très très bien. Bravo. Voilà, c'est bon. Les RPS, c'est les risques psychosociaux. Alors, il y a 3 niveaux. Il y a les facteurs de risques psychosociaux. Il y a les risques psychosociaux et puis il y a le niveau curatif quand on arrive après avoir identifié ces risques-là. Nous, alors, en prévention primaire, on travaille plus sur les facteurs de risques psychosociaux qui sont des choses ou des organisations identifiées qui peuvent être facteurs d'une décompensation psychique due au travail. Et ces facteurs ont notamment été identifiés dans le rapport Golac, avec des sous-catégories. C'était plutôt bien fait, il a bien travaillé ce monsieur. Donc ça devient c'est le document de référence quand on parle de facteurs de risque psychosociaux. Est-ce que tu as vraiment donné une définition de ce que c'était finalement ? C'est compliqué parce que comme il y a 3 niveaux, la définition des risques psychosociaux, elle est mobile. Elle est mobile aussi parce que ça dépend du paradigme dans lequel tu te trouves. Si tu es dans un paradigme médical, tu es forcément en prévention tertiaire, c'est-à-dire en curatif, quand tu reçois les gens en individuel, sauf si tu es médecin du travail, dans ce cas-là, tu peux être en prévention primaire. Et donc, soit on est dans un paradigme qui est médical, ou on est dans un paradigme qui est sociétal. Et dans ce cas-là, les risques psychosociaux ne recouvrent pas forcément les mêmes notions. Donc la définition, elle est fluctuante. Alors, il y a 2 grands types d'allergies cutanées qui se présentent de manière différente et avec un pronostic différent. Le plus fréquent en dermatologie professionnelle, c'est l'allergie cutanée retardée qui se manifeste sous forme d'eczéma de contact. Donc, ce qui est très important de savoir pour l'allergie, ce qu'il faut d'abord être exposé pour devenir allergique. Donc, il y a une phase qu'on appelle une sensibilisation. On ne développe pas l'allergie tout de suite lors d'un premier contact. On n'aura pas un eczéma cliniquement visible lors du premier contact. Il faut d'abord être exposé pour que le mécanisme de sensibilisation se fasse. Il est inapparent cliniquement. On ne voit rien sur la peau. Et c'est lors d'un contact ultérieur qu'on va développer l'eczéma. En consultation de pathologies respiratoires professionnelles, je vois essentiellement des cancers du poumon et je vois essentiellement des asthmes professionnels. Donc dans les asthmes professionnels, on voit essentiellement des professionnels du nettoyage, du coup, qui sont exposés à des produits chimiques que sont les produits de nettoyage et d'entretien. Et donc qui provoquent du coup des asthmes. C'est d'ailleurs un vrai problème de santé publique, des asthmes qui sont bien souvent des asthmes professionnels. Donc ça, c'est une première catégorie que l'on voit. On voit aussi beaucoup de coiffeurs, aussi parce qu'exposés à beaucoup de produits chimiques et qui font également des asthmes professionnels, soit des asthmes professionnels aux irritants, soit des asthmes professionnels allergiques, notamment en persulfate d'ammonium qui sont utilisés dans les produits de décoloration capillaire.
Ensuite, on voit aussi des boulangers, voilà, même si en matière de prévention, ça a quand même beaucoup changé, mais on en voit toujours parce que finalement les conditions d'aménagement de poste dans des boulangeries traditionnelles sont quand même compliquées, que les expositions à la farine de céréales sont quand même très très importantes. Docteur Anne Mauroy, donc vous êtes psychiatre ici en pathologie professionnelle. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre rôle dans ce centre de consultation ? Donc moi je suis psychiatre, j'ai été chef de clinique en pathologie professionnelle ici et maintenant je suis praticien attaché ici en gardant une activité d'avis en termes d'aptitude, d'inaptitude des déclarations maladie professionnelle et aussi de suivi mais toujours en seconde ligne en lien avec un psychiatre référent et le médecin du travail. D'accord. Quel type de patients vous sont adressés ici ? Enfin, quels type de patients te sont adressés ici ? Alors tout type de patients, il y a quand même un gros recrutement de patients qui se disent en burn-out, donc troubles anxieux et dépressifs. Après, il peut y avoir des pathologies qui entrent dans le spectre psychotique, notamment en termes d'aptitude. Des patients pour lesquels se posent des questions de maintien dans l'emploi, donc ça peut être tout type de pathologie aussi. Le burn-out, c'est une entité qui a été pour la première fois décrite en 1974 par Freudenberger. C'est rigolo parce que c'est un médecin qui travaillait dans les cliniques pour toxicomanes de List N où la plupart des gens étaient bénévoles et il a décrit quelque chose qu'il a lui-même vécu, mais aussi tous ses collaborateurs, qui décrivait comme une espèce de feu intérieur et où on se retrouve vidé de toute substance, alors qu'au départ, c'était des gens qui étaient très investis. Et donc, ça a été décrit pour la première fois pour des gens qui étaient dans des métiers de soins. Et parallèlement, à peu près au même moment, à Stanford, il y a Maslach et Jackson qui ont développé ce qui est maintenant connu comme le MBI, qui est Maslach Burnout Inventory, qui est l'échelle de burn-out. Sauf que c'est une échelle qui a été au départ faite à partir de critères statistiques et beaucoup moins cliniques que la description de Freudenberger, qui est assez intéressante et c'est rigolo, les termes qu'il utilise, c'est des choses qu'on peut encore revoir et c'est très métaphorique, c'est intéressant à lire comme article. C'est tout le temps le bon moment. C'est tout le temps le bon moment. C'est-à-dire que lui, il pourra faire quelque chose ou pas, il considérera que c'est le temps de faire un aménagement ou pas encore, mais c'est tout le temps le bon moment parce que ça vaut toujours le coup qu'il soit au courant de la situation, qu'il vienne faire une étude de poste, qu'il sache qu'il y a un souci. Et pour le psychiatre, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous posez la question, c'est qu'il est temps d'aller en voir un. C'est-à-dire que vous allez assez mal pour vous dire « est-ce que je dois aller voir un psychiatre ?» Allez-y, ne restez pas seul avec votre souci, quoi. Le patient, et là je me mets côté patient, puisse ne pas avoir ce coup près qui lui dit demain je dois quitter mon emploi, mais qu'il ait du temps finalement pour réfléchir du coup à une réorientation professionnelle, qu'il puisse faire le deuil aussi de son activité professionnelle qu'il aime, notamment chez les artisans, c'est très difficile de faire ce deuil-là, et qu'il puisse se reconstruire et se reprojeter, on va dire, sur une activité professionnelle autre. Et tout en le sécurisant aussi socialement, hein, puisque voilà, le travail apporte aussi voilà, un salaire et que dans nos décisions, derrière ça, il y a non seulement la décision pour l'état de santé, mais aussi il y a un vrai enjeu sur le plan social qui en découle. Donc c'est vraiment le management de toutes ces contreparties, de toutes ces orientations qui nous permettent de prendre le meilleur compromis et la meilleure décision dans l'intérêt du patient, en l'informant et ensuite en le suivant du coup dans son évolution par rapport à son maintien en emploi et par rapport à une reconversion professionnelle s'il le faut.